Bonsoir à tous, le 19h de Public Sénat, voici les titres de cette édition. Un décrochage qui n'en finit plus, 3 minutes 30 de chute. Les boîtes noires du vol Rio-Paris ont parlé, mais les incertitudes sur la catastrophe restent ce soir plus grandes que les causes exactes de l'accident. Un boulevard s'ouvre pour Christine Lagarde qui pourrait la mener à la direction du FMI. Le discret soutien d'Hillary Clinton comme celui du russe Poutine balaye ce soir les quelques doutes qui restaient quant à l'avenir de l'actuelle patronne de Bercy. Paris brûle-t-il 8 000 € le mètre carré pour se loger? Du jamais vu. Peut-on parler de bulle immobilière à Paris? Ce sera le débat de notre 19h. Je vous le disais, 3 minutes 30 de chute. La lecture de la note du bureau d'enquête et d'analyse du vol Rio-Paris rendu public ce midi fait froid dans le dos et suggère des anomalies sur les indicateurs de vol de l'avion d'Air France. Les circonstances de l'accident seront précisées, mais le mystère demeure encore sur les causes réelles de cette catastrophe. Margot Brio. Les boîtes noires ont enfin parlé, un premier scénario se dessine, mais pour les familles de victimes, rien encore sur les causes du drame. Le BEA nous a présenté le déroulement du vol, les dernières minutes. Il y a eu une défaillance des sondes pitot et il y a eu un décrochage. Maintenant, je pense qu'il faut se laisser le temps d'analyser toutes ces boîtes noires, toutes ces données. Dans le cockpit, seconde par seconde, toutes les conversations ont été enregistrées. Les circonstances du drame se précisent. 2h06, l'avion entre dans une zone d'orage intense. Les deux copilotes préviennent aussitôt l'équipage. Le commandant de bord, lui, est absent du poste de pilotage. Il est parti se reposer. Puis tout s'accélère. Dans le cockpit, les messages d'erreur s'accumulent. Plus aucun instrument n'est fiable. Les deux copilotes ne connaissent plus la vitesse réelle de l'avion. Et les commandes sont devenues manuelles. Le commandant de bord a rapidement quitté son poste de repos. Il est revenu aux commandes de l'avion. Les 3 pilotes étaient dans le cockpit. Nous avions à ce moment-là la compétence maximale au sein du cockpit de cet avion d'Air France, de cet A330. Ils n'ont pas été en mesure de récupérer cette perte de contrôle, ce décrochage. Le commandant de bord ne reprend pas les commandes, mais donne des instructions. Pour redresser l'appareil, il faut cabrer l'avion. La F447 monte alors jusqu'à 38 000 pieds, puis il décroche et descend le nez en l'air. L'un des pilotes s'exclame « On n'a aucune indication qui soit valable ». 2 minutes 30 plus tard, l'avion s'abîme dans les flots. L'enregistrement, lui, s'interrompt. Un autre rapport sera dévoilé d'ici fin juillet. Je vous rappelle que dans le volet judiciaire de ce dossier, Airbus et Air France sont actuellement mis en examen pour homicide involontaire. La mécanique judiciaire est bien en marche pour Ratko Mladic. Le tribunal serbe de Belgrade estime son transfert possible vers le tribunal pénal international de La Haye. L'avocat de celui qui est appelé le boucher des Balkans, inculpé de génocide et de crimes de guerre, devrait faire appel de cette décision et demande de nouvelles expertises médicales. Selon le fils du général serbe, l'état de santé de son père est inquiétant et ne permet pas actuellement son transfert. Deauville qui va pouvoir retrouver une activité tout à fait normale. La vitalité, en tout cas, de l'air normand a, semble-t-il, plutôt réussi aux dirigeants du G8 unis pour soutenir ensemble le printemps arabe. Ce sont 40 milliards de dollars qui devraient être débloqués pour cette région du monde, principalement à destination de l'Égypte et de la Tunisie. Autre volet de ce G8, eh bien, c'est l'engagement tout à fait nouveau de la Russie sur les dossiers libyens et syriens. Élise Cardi. Après les discours, la promesse de mettre la main au portefeuille pour encourager les processus de démocratisation des pays arabes, le G8 promet une enveloppe de 40 milliards de dollars, dont 1 milliard de la seule poche de la France pour l'Égypte et la Tunisie. Une somme qui devrait être constituée de prêts du FMI et de la Banque mondiale notamment. Écoutez, on n'est jamais satisfait du montant, même si nous savons que le mieux est l'ennemi du bien. Mais c'est aussi la situation en Libye qui a mobilisé les discussions, souvent en marge des réunions officielles. Nous sommes convenus que nous avons réalisé des progrès en ce qui concerne la campagne de Libye et nous sommes déterminés à conclure ce travail. Tout au long du sommet, les présidents français et américains se sont appliqués à parler d'une même voix. Et sur les suites du conflit, un dignitaire russe affirmait dans la journée que les États-Unis et la France auraient demandé une médiation russe pour le pays. Nicolas Sarkozy confirme, mais sans parler de médiation. Pourquoi nous passerions-nous
de sa force de conviction à partir du moment où, au nom de la Russie, il accepte de condamner ce qui se passe en Libye et de condamner les agissements de M. Kadhafi. Donc oui, nous avons besoin de l'aide du président Medvedev. Un sentiment manifestement pas partagé par le Premier ministre britannique David Cameron, également engagé en Libye et qui n'a pas pris part à cette déclaration. Et au moment où le président français haussait le ton à l'égard de son homologue syrien, Bachar el-Assad, les forces de sécurité syriennes dispersaient violemment des manifestations dans plusieurs villes du pays. Au moins 8 personnes ont été tuées. Une petite phrase signée Hillary Clinton, des déclarations presque tout aussi nettes du russe Vladimir Poutine. Et voilà Christine Lagarde, désormais super favorite dans la course au FMI. Les Européens jubilent. Pour l'un d'entre eux, Lagarde, c'est fait. Marie Chambrial. Christine Lagarde n'a jamais été aussi près de la direction du FMI. Selon un responsable européen, la nomination de la ministre française des Finances serait acquise. Au G8 de Deauville, elle a marqué des points précieux pour succéder à Dominique Strauss-Kahn. Les déclarations en sa faveur s'enchaînent, à commencer par Hillary Clinton. Hier, la secrétaire d'État américaine lui a apporté son soutien personnel. Une annonce qui compte, les États-Unis possèdent près de 17% des suffrages. Toutefois, la position officielle américaine n'interviendra qu'après le 10 juin et la fin des dépôts de candidature. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre russe Vladimir Poutine qui a jugé tout à fait acceptable et sérieuse la candidature de Christine Lagarde. Mais attention à la précipitation, une victoire déclarée trop vite pourrait être mal vue par les pays émergents. Depuis la démission de Dominique Strauss-Kahn, certains remettent en cause le principe de la direction du FMI par un Européen. Des pays qu'il reste encore à convaincre, Christine Lagarde a choisi l'Inde pour son premier voyage de campagne. Et toujours au G8, les tout premiers mots publics de Nicolas Sarkozy sur l'affaire DSK. Il y a des choses qu'on a entendues et qu'on aurait préféré ne pas entendre, a dit le chef de l'État. De son côté, Vladimir Poutine dit ne pouvoir croire à l'affaire visant Dominique Strauss-Kahn telle qu'elle a été présentée au départ. Bonsoir Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. On le voit bien, cette affaire Strauss-Kahn, ce scandale DSK n'en finit pas bien de bouleverser la donne politique, en particulier à gauche. Or, très curieusement, les principaux prétendants, je pense à François Hollande, je pense à éventuellement bien sûr Martine Aubry, eh bien, continuent à caracoler dans les sondages en l'absence de DSK. Absolument. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on interroge les Français au lendemain de l'éviction potentielle de Dominique Strauss-Kahn de la course à la primaire socialiste, que très peu de sympathisants de gauche déclarent qu'ils ne souhaitent qu'aucun des candidats en présence ne soit le prochain représentant du Parti socialiste à l'élection présidentielle, et qu'il y a eu de manière assez nette, et notamment en faveur de François Hollande, d'anciennes personnes qui jusqu'à présent privilégiaient Dominique Strauss-Kahn comme le candidat à l'élection présidentielle, privilégiant l'ancien responsable du Parti socialiste. Alors Jean-Daniel, cette affaire n'est loin d'être terminée. Il va y avoir éventuellement ce procès qui va être long et qui va bouleverser peut-être la campagne présidentielle telle qu'elle sera officiellement lancée. Alors, est-ce qu'on peut parler de poison lent pour la gauche en parlant de cette affaire Strauss-Kahn ? On est un peu comme à l'issue d'un tsunami, c'est-à-dire qu'on voit que jusqu'à présent, pas grand-chose n'a bougé. Et les immeubles sont encore en place. Ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est dans quelle mesure les fondations sont profondément attaquées. Jusqu'à présent, et c'est ce que donnent les enquêtes que nous avons réalisées les uns et les autres jusqu'à aujourd'hui, peu de mouvements manifestent à l'égard de l'ensemble de l'offre politique. Il n'y a pas d'effondrement du regard à l'égard du Parti socialiste. Il n'y a pas aujourd'hui d'absence de légitimité aussi bien de François Hollande comme Martine Aubry d'être candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, à peu de choses près, les intentions de vote qui étaient promises à Dominique Strauss-Kahn se retrouvent autour aussi bien de Martine Aubry que de François Hollande. Et on aurait pu s'attendre à ce que le Front National bénéficie d'un climat qui peut apparaître à certains égards comme étant délétère. Et aujourd'hui, en termes d'intention de vote, il n'en est absolument rien. Ce qu'on ne sait pas. Un tassement du Front National dans les sondages. Un tassement du Front National, une sorte de remobilisation des candidats des partis majoritaires ou traditionnels ou un peu plus installés dans le paysage politique. Ce que l'on n'arrive pas aujourd'hui à mesurer, c'est ce qu'on pourrait qualifier comme étant l'onde de choc. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, mais qui peut-être pourra se produire au cours des semaines à venir. Est-ce que le prix de l'appartement qui est payé aujourd'hui par Dominique Strauss-Kahn, est-ce que la nature de la manière dont
qu'il va organiser sa défense? Est-ce que l'attitude de ses avocats, voire la manière dont vont se positionner chacun des candidats socialistes à l'égard de Dominique Strauss-Kahn, vont avoir ou pas une influence à l'égard des Français et leur regard à l'égard de la politique? Jean-Daniel, est-ce que l'esprit, sinon la nature de cette présidentielle va néanmoins changer? En tout cas, il y aura un appel à la responsabilité, à la retenue. Et ce qu'attendront les Français, c'est d'avoir des responsables politiques qui soient véritablement au service des Français et qui donnent le sentiment qu'à travers leur attitude, il y a une attitude qui apparaisse comme étant relativement morale, relativement responsable et surtout véritablement tournée vers les Français et non pas vers leur intérêt individuel. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy de vos éclairages. Et puis un mot, ça va vous intéresser, sur les difficultés des militants socialistes à avoir accès aux fameuses listes électorales, en vue bien sûr des primaires socialistes. Au PS, on s'interroge et même on parle de zèle encouragé dans certaines préfectures. Vous lirez à ce sujet l'enquête de François Vignal sur notre site publicsénat.fr. La moralité dans le monde politique, on en parlait un instant avec vous, Jean-Daniel Lévy, elle est bien dans toutes les têtes. Hein. Bonsoir Tam Tranui. Bonsoir. Au Sénat aussi, on parle de morale politique lorsqu'on parle de conflit d'intérêts. Le Sénat, qui d'ailleurs depuis quelque temps essaye d'organiser, de structurer ce dossier pour rendre plus de transparence aux liens et aux relations entre les uns et les autres. Oui, ça fait plus de 6 mois que les sénateurs planchent dessus grâce à un groupe de travail pluraliste qui a été mis en place, qui regroupe toutes les sensibilités politiques du Sénat. Un groupe qui a été installé en novembre 2010 dans le sillon de l'affaire Woerth-Bettencourt. On se rappelle que ce scandale a éclaboussé l'ensemble de la classe politique. Résultat, les parlementaires et les sénateurs veulent faire la démonstration de leur bonne volonté. Du coup, mercredi, eh bien, la quantité y était. Ce ne sont pas moins de 40 propositions qui ont été présentées. Alors le mot d'ordre, c'était la transparence et la méthode, c'était la prévention. Alors parmi les 40 propositions, on peut noter l'obligation de souscrire à une déclaration d'intérêt tout d'abord. Également, il y avait la mise en place d'une autorité de déontologie et puis enfin l'encadrement des incompatibilités entre le mandat parlementaire et l'occupation professionnelle. Sur ce dernier point, on écoute Jean-Jacques Hyest, président UMP de la Commission des lois du Sénat. Je rappellerai qu'un parlementaire américain a interdiction absolue d'exercer toute activité professionnelle pendant la durée de son mandat. Et pourtant, c'est un pays libéral. Je ne trouve pas normal non plus qu'on puisse avoir un revenu, l'indemnité parlementaire, et qu'on gagne 6 ou 7 fois par ailleurs dans une activité professionnelle. Je peux douter qu'on se consacre avant tout à son mandat parlementaire, soit autrement, ou bien alors, si on vous donne des rémunérations très importantes ailleurs, il pourrait y avoir quand même derrière un conflit d'intérêts. Alors, Tam, des propositions, il y en a beaucoup, énormément, 40. Bon, ça, ce sont que des propositions. Quand est-ce que ces propositions vont devenir réalité ici au Sénat, peut-être après les sénatoriales? Effectivement, les promesses sont là. Pour la réalisation, il va certainement falloir attendre un petit peu. Alors pour les déclarations d'intérêt, elles devraient être mises en place d'ici la fin de l'année, après les élections sénatoriales qui vont avoir lieu le 25 septembre. Pour le reste des propositions, les sénateurs sont restés très flous. Pour les citer, il faut se coordonner avec le bureau du Sénat, dialoguer avec l'Assemblée nationale avant éventuellement de modifier le statut des parlementaires et la réglementation interne au Sénat. Bref, les promesses en période préélectorale, on sait ce que c'est. Pas sûr que la Haute Assemblée tienne ses bonnes résolutions après les sénatoriales. Voilà, nous serons attentifs, Tam, à la suite, bien sûr, de ce dossier pour les conflits d'intérêts ici au Sénat. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Jamais à Paris, jamais, le prix des logements n'a été aussi élevé. Le seuil symbolique des 8 000 € le mètre carré a été dépassé au cours du dernier trimestre. Le logement reste un casse-tête pour les partis politiques, même si en 2007, Nicolas Sarkozy rêvait, vous le savez, d'une France de propriétaires. Bérangère Dinglas. Faire de la France un pays de propriétaires, c'était l'un des slogans de campagne du candidat Sarkozy en 2007. 4 ans après, l'aspiration du président de la République n'a pas changé. Malgré des mesures coûteuses et pas toujours efficaces, l'UMP maintient le cap. Ainsi, la loi TEPA qui remboursait une partie des intérêts d'emprunt ou le pass foncier favorisant l'achat d'un terrain ont été abandonnés au profit d'un prêt à taux zéro plus. Et l'objectif reste le même, passer de 58 à 70% de propriétaires. Il faut construire du logement, en particulier du logement social, et continuer effectivement notre effort sur l'accession à la propriété. On le sait, c'est dans la culture française. Il faut, je crois, encourager cette accession à la propriété en aidant tout particulièrement les primo-accédants.
Même si 90% des Français rêvent toujours de devenir propriétaires, pour la gauche, l'urgence n'est pas là. La priorité est d'abord que chacun puisse accéder à un appartement ou une maison. Les Verts veulent ainsi créer un service public du logement avec un État interventionniste dans le domaine. Il faut sortir le logement du système spéculatif par le blocage des loyers et la réquisition des logements vacants. Il faut favoriser le partage des immeubles en copropriété partagée. Malgré les mesures favorisant les futurs propriétaires, leur nombre s'accroît très lentement, de l'ordre de 0,2% par an. En parallèle, selon la Fondation Abbé Pierre, la part des ménages modestes parmi les accédants ne cesse de régresser. Et pour ouvrir le débat sur ce dossier, je vous présente sur le plateau de Public Sénat Alain Béchage. Vous êtes directeur de l'Institut de la construction et de l'habitat. Vous êtes professeur au CNAM, ici à Paris. Bonsoir. À côté de vous, Stéphane Pavlovic, bonsoir. Vous dirigez la Confédération Générale du Logement. Alors, on citait le chiffre, 8 000 € le mètre carré pour le logement ancien, en tout cas à Paris. C'est vraiment du jamais vu. Ça donne le logement de 100 mètres carrés aux alentours du million d'euros. Alors, qu'est-ce qui explique ces hausses aussi extraordinaires? Alors, plusieurs phénomènes. Comme ça, tout à l'heure, vous aviez le sujet de ce malheureux accident d'avion. On a bien vu qu'il y avait une succession de phénomènes. C'est un peu la même chose dans l'immobilier. Là, vous parlez d'immobilier d'habitation, essentiellement. D'abord, l'immobilier fait partie des éléments de vie dont nous avons besoin. Et deuxième élément, les épargnants aujourd'hui ont tendance à revenir vers l'immobilier qui est une valeur, non pas de refuge comme on le dit souvent, mais qui est une valeur résiliente. Il y a quand même une fascination des Français pour la pierre. Oui, mais pas uniquement les Français, parce que là, vous soulevez les prix à Paris. Voulez-vous que nous parlions des prix à Londres? Voulez-vous que nous parlions des prix à New York? Voulez-vous que nous parlions des prix à Hong Kong, etc. Donc, non, on est quand même dans le top 10. On est dans le top 10, mais c'est assez normal. Nous sommes dans le top 10 des pays. Donc, en fait, il y a un report de beaucoup d'épargnants ou d'investisseurs privés vers l'immobilier, valeur résiliente, c'est-à-dire qu'ils se disent, au fond, l'obligation d'État aujourd'hui rapporte peu, 3,5 mettons, moins l'inflation, moins les impôts, c'est pas grand-chose. Les actions, c'est très volatile, donc l'immobilier, et je reviens dans l'immobilier. Et encore qu'il faudrait distinguer entre l'acquéreur utilisateur et l'investisseur. Parce que tout à l'heure, vous en avez posé la question. Paris bulle-t-il? Et vous allez voir qu'on fera un petit distinguo. Stéphane Pavlovic, est-ce qu'on peut parler de bulle immobilière lorsqu'on constate ces prix effarants? Je ne sais pas si on peut parler de bulle immobilière. C'est vrai que nous, à la Confédération Générale du Logement, mettre des mots, en tout cas de parler de bulle immobilière, ce n'est pas spécialement notre préoccupation. En tout cas, nous, ce qu'on constate, et je m'amusais aussi à regarder, vous savez que la Confédération Générale du Logement est née en 1954 suite à l'appel de l'Abbé Pierre, et à l'époque, on parlait déjà de crise du logement. Et aujourd'hui, on en parle toujours. Donc c'est vrai qu'il y a, depuis très très longtemps, un problème. Et nous, plutôt que parler de bulle immobilière, on voudrait parler un petit peu des conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière cette spéculation et ces prix de l'immobilier très élevés. Eh bien, et on l'a bien vu dans votre reportage, il y a des gens qui sont exclus de l'accession à la propriété, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens de devenir primo-accédants. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très important. Par exemple, est-ce qu'on a une idée précise de la sociologie des personnes qui aujourd'hui peuvent acheter à Paris? Alors, on n'a pas d'idée vraiment précise de la sociologie. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que, je répète ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment de grosses difficultés. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que plus l'immobilier augmente et plus des couches de la population ne peuvent pas accéder. Alors, quelles couches? Ce sont les classes moyennes ou... Effectivement, on arrive aux classes moyennes, tout à fait. Des classes qui, même en utilisant un emprunt, même en utilisant les aides de l'État, le prêt à taux zéro par exemple, eh bien, pour lesquelles investir, acquérir son logement, ça devient trop cher. Et ça, c'est effectivement très difficile à supporter. À la Béchage, pourtant, la demande, elle est toujours là. Oui, on est très parisien encore dans le propos. Alors, juste une information que souvent on ne relève pas. À peu près 20% des logements Paris intramuros sont des résidences secondaires. Et sur ces 20%, à peu près 80% sont des acquéreurs non français. Alors, c'est peut-être eux qui font un peu monter les enchères aujourd'hui. Voilà, c'est des facteurs de hausse, etc. Alors, les classes moyennes, effectivement, aujourd'hui, ont un petit peu du mal d'entrer dans Paris. Alors, plusieurs raisons se cumulent. D'abord, une rareté. Il est très long, très difficile de construire des logements dans Paris pour des tas de raisons. Il n'y a plus de foncier, voilà, il n'y a plus de foncier. Il faut reconstruire la ville sur la ville, ce qui n'est pas toujours très facile.
Ensuite, on a un peu oublié qu'il y a eu les facilités d'emprunt à des taux très faibles. Or, alors justement, ces taux, parlons-en, ils sont extrêmement bas, historiquement bas, lorsque on les évoque 3,7% en moyenne dans ces eaux-là. Une modification de ces taux qui pourrait intervenir dans l'avenir, pourrait-elle changer la donne dans ce domaine immobilier? Oui. Alors, ne rêvons pas. Bien sûr que les taux vont augmenter. M. Trichet finira par l'emporter parce qu'il est agaçant, mais il a raison. Vu la crise des dettes souveraines, on n'a pas beaucoup de choix. Donc effectivement, je pense qu'également un certain nombre de Français vont commencer à hésiter. Alors je vous parlais tout à l'heure de la résilience alternative, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si l'épargne est mieux rémunérée par ailleurs, alors à ce moment-là, une partie de l'investissement reviendra vers l'épargne financière et c'est peut-être à ce moment-là qu'on parlera de correction, ce que vous appellerez, vous, la fin de la bulle. Est-ce que vous estimez que les politiques publiques en général, qu'elles émanent d'un gouvernement de droite ou de gauche, peu importe, ont une quelconque influence sur ces hausses des prix aujourd'hui? Oui, on peut le dire. Enfin, en tout cas, nous, on en est convaincus. C'est vrai que, par exemple, les produits de défiscalisation sont devenus des produits commerciaux. C'est-à-dire que maintenant, on n'achète plus spécialement un logement pour y habiter, on achète un produit parce que c'est intéressant fiscalement. Donc ça, évidemment, ça milite pour une augmentation des prix. Aussi, les prêts qui deviennent accessibles, c'est-à-dire qu'on allonge la durée des prêts, on fait rentrer de plus en plus de gens, on essaye de faire rentrer de plus en plus de gens dans le mécanisme. Et donc, évidemment, ces éléments font qu'il y a une hausse des prix et c'est bien entendu encouragé par les politiques publiques. Il faudrait effectivement, comme il était dit dans votre reportage, qu'il y ait une intervention de l'État pour essayer justement d'inverser un petit peu la tendance. Alors, cette intervention de l'État est-elle imaginable? Oui, bien sûr qu'elle est imaginable. Alors, évidemment, ici, ce n'est peut-être pas le moment, le lieu, parce qu'on pourrait discuter longuement. On pourrait discuter longuement. En tout cas, il y a quelque chose qui est intéressant, qui a été évoqué, alors qui n'est pas spécialement dans le domaine de l'acquisition, mais on a parlé de blocage des loyers, par exemple. C'est effectivement un élément très important. On sait que M. Benoît Apparu déjà envisage une mesure, là encore liée à la fiscalité, pour essayer d'influencer un petit peu, d'essayer d'enrayer cette augmentation des loyers, le phénomène. Mais effectivement, jouer sur les loyers, ça aura aussi un impact sur le coût de l'acquisition et donc c'est très important d'intervenir. Monsieur Béchache, sur cette éventuelle intervention publique de l'État. Sauf l'intervention de l'État. Je vais vous décrire le mécanisme. Je bloque les loyers. Donc, le bailleur, investisseur, épargnant, qu'on oublie souvent, n'est plus intéressé à investir dans l'immobilier. Donc, moins intéressé en tout cas, forcément. De moins en moins. Donc, il y a de moins en moins d'offres disponibles. Alors, vous voudriez que l'on ait des locataires et il n'y a pas de bailleur. Car pour qu'il y ait un locataire, il faut qu'il y ait un bailleur. En fait, le rôle de la loi est de veiller à l'équilibre des rapports. Le rôle de la loi n'est pas de prendre parti. La loi, bien sûr, protège le faible contre le fort. Mais à ce moment-là, l'État peut intervenir. C'est l'aide à la pierre, l'aide à la personne et l'urbanisme, je vous rappelle. 30 secondes pour répondre. Oui, 30 secondes pour répondre. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'aurait certainement pas le temps. Bien entendu, quand on parle d'interventionnisme, il ne s'agit pas d'intervenir massivement pour prôner un blocage généralisé des loyers, bien entendu. En revanche, intervenir dans certaines zones, sur certains secteurs, lorsqu'il y a manifestement des abus beaucoup trop importants, là, c'est important d'avoir des leviers et d'utiliser tout un arsenal justement pour essayer d'agir sur le foncier, sur les loyers, sur le prix des immeubles. En tout cas, n'en doutons pas, notre débat est terminé. Ce problème du logement et des hausses des prix du logement sera évidemment au cœur des arguments des uns et des autres dans les mois à venir au cours de la campagne présidentielle. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin donc de cette édition. À suivre un focus autour du sénateur Jean-Paul Amoudry. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci. À l'heure où les révolutions arabes redessinent l'ordre international, ce documentaire rappelle les évolutions de notre diplomatie depuis les premiers émissaires de François Ier. Certes, Talleyrand a servi la monarchie et l'Empire, mais c'est aussi un héritier des Lumières et de la Révolution. À travers les conférences de la paix et les accréditations d'ambassadeurs, la diplomatie française défend la place et l'influence de la France dans le monde. Histoire de la diplomatie française, demain à 22h sur Public Sénat. Comment partager la montagne?
Comment faire cohabiter tourisme et agriculture, à la fois préserver les espaces naturels et créer de l'activité économique. En Haute-Savoie, Jean-Paul Amoudry, sénateur, est aussi le président de la Société d'économie alpestre. Rendez-vous dans la vallée du Gifre pour une promenade au perché. Pour moi, la montagne, elle doit être à la fois un lieu de vie, elle ne doit pas être un sanctuaire, elle ne doit pas être un espace réservé à telle ou telle catégorie. La montagne, elle n'est pas la propriété des montagnards et la montagne n'est pas non plus la propriété des seuls citadins qui aspirent à venir la découvrir. La montagne, elle est un lieu de rencontre et elle est un lieu où on doit préserver tous ses atouts et en assurer la pérennité. Qui a été construit en 1986, celui-là 1986, qui avait remplacé le téléphérique. Télécabine. Ah, l'ancienne télécabine rouge. Voilà. Tout ce qui se fait en matière de gestion du domaine skiable est établi en dialogue avec des gens qui vivent ici à l'année, qui sont exploitants agricoles, qui sont propriétaires fonciers, et tout ce monde travaille, je dirais, au bien commun en recherchant un objectif commun qui est la meilleure utilisation du territoire, aussi bien pour les activités estivales agricoles, mais aussi touristiques et environnementales, que pour les activités hivernales, qui sont donc la pratique du ski et l'exploitation des remontées mécaniques. Derrière nous, nous avons un exemple de terrain qui a été réaménagé, sur lequel nous avons disposé de la terre végétale et des terrains que nous avons évidemment par ailleurs ensemencés. Et il faut ajouter que la société ici, outre ces travaux qu'elle engage au service de l'environnement et aussi de l'agriculture de façon indirecte, acquitte la fameuse taxe sur les remontées mécaniques, ce qui est un engagement supplémentaire de la société en direction de la communauté locale, de la collectivité locale qu'est la commune de la Clusaz. Grâce à cette taxe sur les remontées mécaniques, les collectivités locales peuvent financer des projets. Direction Mieuxy, où dans quelques mois, un centre du goût et des saveurs locales va ouvrir ses portes. Bon, alors Monsieur le Président, c'est ici que ça va se passer donc. Donc lorsqu'on viendra ici pour découvrir le goût, pour apprendre le goût, on sera pris en charge dans ce hall. Et puis on accédera à l'étage. Il y a un bel escalier en bois. Après, vous avez une salle, il y aura une salle de cinéma, si je peux m'exprimer comme ça, d'une 30aine de places, là où il y aura le film en 3D. Et ensuite, une grande salle, je ne sais plus combien de mètres carrés, où là, on pourra recevoir ou des séminaires, des enfants d'école, apprendre à faire du fromage blanc, etc. Faire des ateliers du goût avec les enfants, parce que ça marche assez bien de leur faire faire du fromage blanc. La loi dite Montagne 1985, a instauré, même si ça existait déjà un petit peu avant, depuis un décret de 68, une taxe sur les produits d'exploitation des remontées mécaniques, sur le chiffre d'affaires. Et cette taxe, elle est maximum 3% au profit des communes, 2% au profit des départements. La particularité ici à Mieuxy, ça a été d'affecter le produit de cette taxe à l'opération de construction de cette coopérative, au remboursement du prêt que la commune a consenti, ou la coopérative, je ne sais pas, avait consenti. C'est certainement l'unique, moi, à ma connaissance, exemple de cette affectation d'un produit touristique à une destination, à usage, à finalité agricole. Il faut trouver le juste milieu entre quelque chose de trop sérieux qui est rébarbatif et quelque chose de très folklorique. Il faut trouver le juste milieu d'apporter de la connaissance, mais sous une forme quand même relativement ludique et agréable, parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent, ils sont en vacances, ils sont en famille, donc ils ont besoin de partager un moment de plaisir. Si on compare un petit peu, les gens dans le domaine du vin,
ils savent beaucoup mieux faire ça. Ils savent beaucoup mieux expliquer le lien entre le sol, les cépages et la qualité du vin. Et nous, dans les fromages, jusqu'à présent, on ne sait pas trop bien l'expliquer, ça. Et donc, je crois que c'est important de montrer à quel point voilà, le fromage qui est fabriqué ici, avec telle typologie de fleurs et d'herbes de la montagne, se retrouve dans les fromages. Et c'est pour ça que ça donne ce petit goût de noisette dans le reblochon.